Hello, everyone. We are going to get started. Bonjour et bienvenue. Nous allons commencer. Welcome, everybody. Bienvenue. Nous sommes vraiment très heureux de vous souhaiter la bienvenue au dernier événement de la série Conversations sur la bioéthique canadienne de 2022. Cette séance est organisée par la Société canadienne de bioéthique, SCB, et parrainée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Bienvenue aux membres de la Société, aux autres organismes, ainsi qu'à ceux d'entre vous qui n'êtes pas encore membres. Nous espérons que vous envisagerez de vous joindre à notre société. Alors, il y a certains moyens de se joindre à la conversation aujourd'hui. Nous sommes très heureux de disposer d'un service d'interprétation simultanée pour cette séance en anglais et en français. Alors, pour entendre toutes les interventions dans une des deux langues, veuillez choisir cette langue à partir de l'icône d'interprétation au bas de votre écran. Aussi, les sous-titres sont affichés au fur et à mesure, mais en anglais seulement. Nous prévoyons une période de discussion à la fin des deux exposés. Cependant, vous pouvez poser une question en tout temps en vous servant de la fonction question-réponse qui se trouve au bas de votre écran. Vous pouvez poser votre question en français ou en anglais. Votre nom peut être affiché à côté de votre question. Si vous souhaitez ne pas afficher votre nom, veuillez sélectionner « Posez votre question de manière anonyme ». Vous pouvez également faire part de vos impressions sur cette séance et suggérer des sujets pour les séances futures en répondant à notre questionnaire que nous nous encourageons vivement à remplir. Le lien sera affiché dans la fonction de clavardage. Cette séance est enregistrée et sera disponible sur le site Internet de la SCB à l'adresse www.bioethics.ca. Pour faire avancer les objectifs de la vérité et de la réconciliation, j'aimerais souligner que je me joins à vous depuis le territoire non cédé et traditionnel des peuples salish du littoral à Surrey, en Colombie-Britannique. Je vous encourage tous et toutes à prendre un moment pour réfléchir au territoire sur lequel vous vous trouvez et aux peuples autochtones, notamment les Métis, les Inuits et d'autres ancêtres qui ont vécu sur ce territoire et qui l'ont honoré pendant des siècles. En reconnaissant cette histoire, nous mettons en lumière la manière dont notre pays a été colonisé et dans un esprit de réconciliation, nous nous engageons à remédier aux injustices du passé ainsi qu'au racisme et à l'oppression systémique qui perdurent à l'encontre des peuples autochtones de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique du Nord. La SCB à présent. La SCB est une tribune interdisciplinaire et interprofessionnelle permettant de discuter de sujets importants en matière de bioéthique au Canada. Je suis Nji Aboubaba et je suis responsable de la diversité au sein du conseil d'administration de la SCB. Et je fais également partie du sous-comité qui organise cette série de conversations. La SCB a lancé la série de conversations en avril afin de poursuivre les occasions de dialogue tout au long de l'année, en dehors de notre conférence annuelle et aussi pour faire participer des membres ou des personnes qui ne sont pas encore membres de diverses disciplines et de divers horizons afin d'enrichir nos conversations. Cette semaine, c'est la Semaine nationale sur l'éthique en santé. Nous espérons qu'en plus de participer à la séance aujourd'hui, vous avez des moyens de mettre en valeur le travail de l'éthique dans vos différents organismes d'attache. Nous avons un atelier et un forum communautaire à venir l'année prochaine, au mois de mai, et il y aura de nombreux événements qui s'adresseront aux étudiants. Alors, restez à l'affût. Si c'est la toute première fois que vous entendez un événement de la SCB, que vous voulez continuer de participer aux conversations comme celle d'aujourd'hui, pensez à vous joindre à notre groupe en consultant notre site Internet. Nous avons des adhésions qui s'adressent aux personnes et aux organismes. Et le soutien de tous nos membres nous permet de continuer d'exister en tant qu'organisme de bienfaisance et société à but non lucratif. Je souhaite remercier nos organismes de soutien
pour leur soutien continu. Nous vous les présenterons et nous les avons présentés pendant la série de conversations. L'organisme de soutien que nous mettons en avant au début de cette séance aujourd'hui est le John Dossiter Health Ethics Center de l'Université de l'Alberta. Je cède à présent la parole au Dr. Michael Van Manen, qui nous parlera un peu de son organisme. Merci et merci de m'accorder l'occasion de présenter le Centre John Dossiter. Le Centre Dossiter se trouve à l'Université de l'Alberta, sur le territoire du traité Six, un territoire de rassemblement pour un grand nombre de peuples autochtones dont les Cris, les Saulteaux, les Niitsitapi, les Métis et les Codes-Sous. Tandis que l'université est un centre qui accueille beaucoup de gens, nous reconnaissons qu'elle existe sur un endroit colonisé, sur des territoires qui n'ont jamais été cédés. Le centre Dossiter a été fondé en 1985 par le bioéthicien et médecin John Dossiter. À titre de membre de la faculté de médecine et de dentisterie, Dossiter a piloté un groupe constitué de personnes appartenant aux soins infirmiers, à la médecine, au droit et à d'autres disciplines pour créer le centre. À ce jour, le centre demeure enraciné dans l'interdisciplinarité avec des nominations cliniques et professorales. La mission du centre demeure d'être un centre de réflexion et de compréhension de questions contemporaines sur l'éthique de la santé. Afin de promouvoir l'engagement éthique, nous faisons la promotion du respect mutuel et la réflexion critique sur les questions d'ordre moral dans le domaine des soins de santé. Depuis sa création, le centre a été inspiré à partir de conversations au sujet de cas cliniques complexes. Notre centre continue d'agir en partenariat avec les services des comités d'éthique clinique de l'Université de l'Alberta. En plus d'encourager les étudiants du deuxième et troisième cycle, nous aidons aussi les autres étudiants ainsi que les prestataires de première ligne dans toutes sortes de domaines cliniques. Grâce aux activités d'engagement, de mobilisation, dont des forums et symposiums et colloques, nous voulons encourager la discussion et les réflexions sur les questions d'éthique de santé passée, contemporaine et à prévoir. Nous voulons que toutes nos offres soient accessibles, comme le colloque à venir sur l'autonomie de son corps. Et si vous voulez être des nôtres, nous vous invitons à y participer. Enfin, notre centre encourage la collaboration grâce à des bourses en matière d'éthique. Merci à nouveau de m'avoir donné l'occasion de présenter notre centre. Et veuillez vous joindre à notre liste de destinataires de courriel et à nos événements à venir. Merci. Merci, Michael. C'était formidable d'en apprendre davantage sur le centre. J'ai à présent le grand plaisir de vous présenter la personne qui animera la séance d'aujourd'hui sur la bioéthique et le racisme, le Dr. Bashir Diouani, qui présentera à son tour les conférencières. Dr. Diouani est éthicien principal et directeur général des services d'éthique et de la diversité à l'autorité sanitaire de Fraser, qui dessert l'une des populations régionales les plus importantes, les plus dynamiques et les plus diversifiées du Canada. Bashir dirige une équipe qui fournit une aide à la décision dans le cadre des soins aux patients et au niveau du système, qui renforce la capacité pour gérer des situations complexes et éthiquement difficiles dans le contexte de la diversité et permet l'accès aux ressources linguistiques et établit des partenariats pour comprendre et collaborer avec des communautés diversifiées. Bashir est membre de divers comités, conseils d'administration et groupes d'ordre provincial, national et international. Le Dr. Diouani est également président de la Société canadienne de bioéthique. Puis joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à Bashir. Merci beaucoup. C'est tout un honneur pour moi que d'être ici, un plaisir que de pouvoir animer cette séance et d'avoir une conversation avec Anita et Zamena
et tous ceux qui se joignent à nous. Alors, j'en suis vraiment ravie. Comme Maudit, je vous proviens de Burnaby, en Colombie-Britannique, et comme Maudit, je passe la majorité de mon temps sur le territoire traditionnel et non cédé des Coast Salish, mais aussi de 6 groupes métis. Je suis venue ici au Canada il y a une cinquantaine d'années avec ma famille à titre de réfugié. J'étais invitée de l'autorité coloniale de l'époque et pas un invité des peuples autochtones qui y résidaient pourtant depuis des milliers d'années avant eux. Alors, je le reconnais et je souhaite souligner cette réalité. Alors, aujourd'hui, le sujet est très vaste, avec bien des points d'accès. Alors, je crois que nous avons beaucoup de chance de pouvoir compter sur les lumières d'Anita et de Zamina, qui nous proposeront quelques façons d'amorcer la conversation. Il s'agit d'une série de conversations. Donc, Anita et Zamina vont d'abord faire un exposé d'une quinzaine de minutes, mais ensuite, on espère avoir une conversation. Nous inviterons les participants à participer leurs réflexions, leurs questions par l'entremise de la boîte de questions et de réponses. Et ensuite, je poserai ces questions à nos conférencières. Notre objectif est de créer un espace sûr et respectueux où nous pouvons réfléchir à des questions difficiles ensemble de manière constructive. Alors, j'espère sincèrement que ce sera la réalité dans le cadre de la séance d'aujourd'hui. L'attention, l'attention croissante portée à la diversité nous laisse croire qu'il est important de prêter attention à notre cas, à notre environnement, comprendre qui nous sommes dans le cadre de ces conversations et comment nous sommes touchés par ces conversations. Alors, tandis que nous amorçons cette conversation, justement, je vous invite à réfléchir à quelques questions importantes, à mon avis. Pensez à qui fait partie de ce panel. Quels sont les a priori que vous avez par rapport aux points de vue qui seront partagés par nos panélistes? Quels sont d'autres points de vue qui sont importants et qu'il faudrait également intégrer à la conversation? Comment chacun d'entre nous se situe-t-il? Quelles sont les caractéristiques de diversité pertinentes dans le cadre de votre identité? Et tandis que vous y songez, comment ces caractéristiques touchent-elles le privilège, le pouvoir que vous avez, mais aussi votre vulnérabilité? Et ce sera sans doute dynamique, en continuum, si vous voulez. Et je vous invite aussi à y réfléchir tandis que nous écouterons les exposés d'Anita et de Zamina. Et avec cette invitation toute subtile à être mal à l'aise, je voulais situer le contexte de ces conversations, c'est-à-dire qu'il faut d'abord accepter que nous serons mal à l'aise et il faut l'accepter et avoir confiance dans le caractère libre de l'environnement pour que on se sente tous à l'aise avec son inconfort. Alors, sur ce, je présente Anita Ho, qui est bioéthicienne et chercheur en soins de santé et qui a une combinaison singulière de diplômes philosophie, éthique, santé publique et affaires. Anita est à l'heure actuelle professeure agrégée à l'Université de la Colombie-Britannique, professeure agrégée à UCSF, chercheur et directrice du département d'éthique de l'Université de Californie. Auteur de plus de 70 articles, les recherches d'Anita à l'heure actuelle se concentrent sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en soins de santé, la recherche dans la conceptualisation des recherches et les décisions en fin de vie. Elle s'intéresse tout particulièrement aux enjeux de justice sociale découlant de la diversité dans la santé et s'intéresse aussi à l'éthique à l'échelle internationale, l'éthique des systèmes et des réseaux, les relations entre professionnels et patients, la validité et l'expérience de la douleur et d'autres thèmes touchant l'autonomie. Son livre à venir, Live Like Nobody is Watching, sera publié par l'université ou Oxford University Press, par l'université d'Oxford. Bienvenue Anita. Merci Bashir. C'est un véritable honneur de faire partie de cette conversation. Puis-je partager mon écran? Oui, allez-y.
Great. Hope you see my Bien. screen okay here. Alors, j'espère que vous voyez mon écran. Oui. So again, thank you Alors, de for the nouveau, invitation. merci Thank de you cette for invitation. CBS and the organizers for this Merci opportunity à la Société to canadienne de really bioéthique de participate. m'avoir invité à faire partie de cette conversation importante, et même si donc la conversation est très vaste. Alors, le titre de mon propos est un jeu de mots, à savoir, est-ce que nous, bioéthiciens, sommes partie du problème en continuant de parler des enjeux de race et de diversité? Alors, j'aimerais qu'on s'intéresse davantage à la solution qu'au problème ensemble. Alors, avant de commencer, je souhaite reconnaître le territoire sur lequel je me trouve. En tant que membre du corps professoral de UBC, je reconnais respectueusement qu'une bonne partie de mon travail s'est fait à Vancouver depuis une quinzaine d'années, à savoir le territoire non cédé des nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. And today, I'm currently in Northern California on the ancestral land of the Coast Miwok, Pomo, and Wappo Ainsi people. que les territoires traditionnels des peuples de la Californie, où je travaille également. Alors, comme le docteur Joanie le disait, la bioéthique et le racisme sont d'énormes sujets et il existe une diversité d'expériences et d'approches à ces questions. Il s'agit donc davantage d'une amorce de conversation fondée sur mes expériences personnelles et professionnelles plutôt qu'avoir les prétentions de résoudre les problèmes dans les 15 prochaines minutes. Et comme ma mère le dit souvent, elle espère que les gens ne pensent pas que je représente tous les Chinois. Eh bien, je pense affectueusement la même chose d'elle. Alors, je ne représente certainement pas le point de vue d'autres personnes qui ont sans doute des expériences et des antécédents bien différents des miens. Alors, quel est mon point de départ? Comment est-ce que j'aborde ce sujet très vaste? Certaines de mes identités sont peut-être plus visibles ou audibles, tandis que d'autres sont peut-être plus subtiles et camouflées. J'aborde ce sujet en tant que personne qui jouit de bien des privilèges qui ne sont peut-être pas visibles, mais aussi des obstacles. De première génération, femme cisgenre, immigrée, née et élevée dans une colonie, Hong Kong, et ensuite travaillée dans un pays, des pays différents de mon pays d'origine, le Canada, Singapour et les États-Unis. Quand j'ai commencé à me préparer à cette séance, j'ai pensé que mon expérience du racisme avait changé au fil de ma carrière. Je trahis un peu mon âge, mais dans les années 90 et 2000, on me demandait régulièrement si j'étais reconnaissante de la discrimination positive. Les gens qui posaient la question s'imaginaient sans doute que c'est ainsi que j'avais eu accès à des études supérieures ou que j'avais même décroché un emploi. Après avoir été promue et titularisée dans divers pays, on ne me posait plus tellement la question, du moins pas aussi explicitement. Mais il existe toujours d'autres formes de micro-agressions qui continuent d'apparaître à gauche et à droite. Par exemple, il y a quelques années, je donnais remerciement au début d'une communication publique. Je remerciais le territoire pour une étude financée par les IRC sur la prise de décision en matière de soutien auprès de populations diversifiées. Un bioéthicien très chevronné m'a interrompu. Alors, il ne s'agit pas d'une expérience canadienne, je vous le dis, et cette personne ne connaissait pas du tout notre pratique de reconnaissance du territoire. Et cette personne était concernée que je faisais une reconnaissance du territoire et qu'on pourrait s'y méprendre par rapport à l'endroit où ma recherche avait été menée. Et cette personne a continué de m'interrompre pendant toute ma communication. Et j'aurais bien voulu vous dire que c'était un épisode rare. Mais je me suis demandé, est-ce que cette personne aurait eu le même comportement si je n'avais pas été asiatique, immigrée ou femme? J'ai vraiment l'impression qu'on s'entend beaucoup mieux lorsqu'on adhère à son stéréotype, la minorité modèle qui reste tranquille, qui ne sent pas trop enthousiaste ou ambitieuse dans ses recherches ou ses objectifs de carrière. Mais comment doit-on y réagir? Surtout lorsqu'on entend quand on entend ce ton discriminatoire dans le traitement qu'on nous réserve. Alors, moi-même, j'avais vécu des maltraitances dans le cadre de mes rencontres thérapeutiques.
Mais j'étais tellement choquée que je ne savais pas comment réagir. Je ne voulais pas prétendre que rien ne devait être souligné, mais je ne voulais pas rendre les gens inconfortables. Mais dans le cadre de cette expérience et de certaines expériences subséquentes, j'ai confronté, il me semble, 4 dimensions croisées du racisme. Il y avait le racisme intériorisé, c'est-à-dire que je ressentais le besoin d'adhérer aux stéréotypes et aux préjugés du racisme et d'être la minorité modèle pour me protéger d'attaques flagrantes. Il y avait la dimension interpersonnelle assez évidente. Je me préparais à de futures rencontres et je me demandais comment je devais réagir à d'autres comportements micro-agressifs. Et puis, il y avait la dimension institutionnelle. C'était presque impossible pour moi ou d'autres personnes dans le public de repousser un tel comportement. Et puis, il y avait le racisme structurel, où la hiérarchie du pouvoir était créée pour désigner la supériorité et les privilèges de certains et pour maintenir les autres à leur place en raison de stéréotypes et d'attitudes discriminatoires que j'avais probablement d'ailleurs intériorisées. Bon, je reconnais malgré tout que j'ai beaucoup de privilèges. Je suis très instruite, je parle l'anglais, je n'ai pas de handicap et j'ai des avantages que beaucoup de groupes n'ont pas. Cela dit, toute personne qui fait partie d'un groupe ethnique et racialisé n'a pas la même expérience. Comme ma mère le disait, je ne représente pas toutes les personnes d'origine chinoise. Nous avons des facteurs d'identité différents et nos expériences sont façonnées par les interactions entre ces intersections identitaires. En plus de la race, l'ethnicité, du caractère autochtone, par exemple, il y a d'autres facteurs comme le genre, la classe sociale, la sexualité, la géographie, l'âge, la validité, la migration, la religion. Donc, les inégalités ne découlent pas forcément de la dévalorisation d'un seul facteur identitaire isolément, mais il peut y avoir des carrefours, des intersections qui forment diverses parties de l'identité de la personne. Alors, pour revenir à la bioéthique, je me demandais si nous, en bioéthique, nous reproduisons certains de ces a priori, même tandis qu'on essaie de résoudre de grands dilemmes éthiques et qu'on essaie de résoudre surtout les conflits de valeurs au chevet des malades, ou aussi dans les salles de conseil. Nous sommes généralement embauchés et travaillons au sein de systèmes qui depuis longtemps perpétuent le racisme et d'autres formes d'oppression. Ça peut être à l'encontre de personnes qui souffrent de maladies mentales, de dépendance, de handicap, de diverses identités sexuelles et ainsi de suite. Les éthiciens cliniques exercent dans la même culture et le même cadre, qui sont souvent insensibles à la dynamique raciale et à l'injustice historique, ce qui nous rend très souvent sensibles à cette dominance et à la normativité de la couleur blanche de la construction culturelle et de la bioéthique occidentale. Un jour, un de mes amis m'a envoyé un hashtag, un mot-clic disant bioéthique, si blanc. Mais la blancheur ne concerne pas forcément la couleur de la peau. C'est plutôt les normes et idéologies dominantes qui sont venues structurer la façon dont la bioéthique est pratiquée, ainsi que les principes et les contextes qui sont perçus comme pertinents dans le cadre de nos recherches. Alors, les consultations éthiques concernant, par exemple, un parent autochtone qui rejette ou qui remet en question, du moins, la médecine occidentale pour les enfants pour y préférer la médecine traditionnelle. Ou une famille immigrée des Philippines qui insiste sur des interventions très dynamiques pour leur prochain fin de vie. Ces discussions commencent généralement par une notion prédéterminée, décontextualisée de l'intérêt supérieur du patient et par une mise en garde sur le devoir éthique de l'équipe soignante de protéger le patient contre les familles mal avisées, irrationnelles ou dominatrices. Alors que les intérêts cliniques sont de la plus haute importance dans le cadre thérapeutique, les équipes de soins et même les bioéthiciens qui ne parviennent pas à s'engager dans des idées morales et des considérations contextuelles diverses peuvent par inadvertance exacerber le conflit et la hiérarchie du pouvoir au niveau interpersonnel, institutionnel et structurel. Alors, pour éviter de faire partie du problème, je pense qu'il faut se poser une question fondamentale.
Par l'entremise des méthodes et des principes que nous utilisons pour analyser les questions d'éthique clinique, de recherche et d'organisation, renforçons-nous le racisme et d'autres formes de hiérarchie du pouvoir? Comment pouvons-nous, par exemple, avoir intériorisé certaines des structures de pouvoir lorsque nous travaillons avec divers groupes de population? Et surtout, comment pouvons-nous répondre différemment aux patients et à leurs familles en raison de leur identité racialisée dans nos relations professionnelles? Et les pratiques institutionnelles et systémiques qui tentent de réduire la variation renforcent-elles par inadvertance la domination de certaines approches sur d'autres? Alors, pour démanteler le racisme en bioéthique, à mon avis, il faut d'abord se centrer sur les principes de justice fondamentale. Il faut peut-être examiner d'autres formes de justice ou les moyens par lesquels nous mesurons les progrès et l'effet des pratiques sur certains groupes. On peut penser à la justice distributive, c'est-à-dire la répartition des ressources qui peut être avantageuse pour certains groupes par rapport à d'autres. Il faut voir la justice en tant qu'équité, non-discrimination, notamment comment nous élaborons les directives d'éducation et de pratique pour corriger nos préjugés et promouvoir des pratiques de soins culturellement sûres. Nous devons aussi réfléchir à la justice épistémique dans les rencontres, c'est-à-dire en respectant les personnes qui utilisent des méthodologies différentes en tant que créateurs de connaissances égaux et en garantissant un accès égal aux informations et aux infrastructures qui peuvent faciliter l'acquisition de connaissances. Et comme la bioéthique occidentale s'est souvent concentrée sur les quatre principes, l'autonomie, la non-malfaisance, la bienfaisance et la justice, nous devons sans doute réinterpréter d'autres principes bioéthiques ou équilibrer leur poids dans l'analyse bioéthique par l'entremise du prisme de la justice. Par exemple, le concept de l'autonomie relationnelle, un concept dont je me suis servi souvent pour analyser les questions d'éthique du handicap et d'autres formes d'oppression en bioéthique, peut nous aider à examiner de plus près la manière de renforcer le respect des personnes et des communautés en démantelant les asymétries de pouvoir raciales. Alors, pour contrer le racisme ou pour lutter contre le racisme, j'aimerais évaluer de manière critique la façon dont nous menons nos activités de recherche, d'enseignement et de service dans le cadre de notre engagement au service de la justice raciale. Le prisme de la justice et de la lutte contre le racisme peut nous aider à nous demander pourquoi nous donnons la priorité à certains sujets bioéthiques plutôt qu'à d'autres. Par exemple, alors que nous accordons de plus en plus d'attention à l'éthique de la génomique, du big data, de l'intelligence artificielle, s'agit-il vraiment des questions fondamentales pour avoir des soins culturellement sûrs? Et comme je l'aborde dans mon livre, certaines de ces technologies peuvent réduire davantage l'accès à des soins en personne et culturellement appropriés. Alors, une telle optique de justice peut également nous aider à réfléchir aux parties prenantes qui sont ou qui devraient faire partie de l'établissement des priorités et quels sont les processus utilisés pour prendre ces décisions ou régler les désaccords. Elles peuvent aussi nous aider à réimaginer radicalement la hiérarchie et le partage du pouvoir, non seulement dans la médecine clinique et la recherche, mais aussi dans la bioéthique, par exemple, dans la manière dont les consultations éthiques sont menées en principe aux conférences sur les soins. So certainly, I think that a lot of work still needs to be Bien sûr, il done. reste encore beaucoup de travail à faire. Et il faut pour cela disposer d'un espace inclusif pour ces discussions importantes, où les personnes de toutes origines, en particulier celles qui ont été racialisées et historiquement défavorisées, se sentent en sécurité pour avoir ces conversations. Dans le même temps, nous devons également reconnaître les problèmes potentiels liés à l'essentialisation et à la ségrégation des personnes sur la base de leurs différences, en particulier compte tenu de l'intersectionnalité des différentes identités sociales des gens. Il y a quelques années, on m'a demandé de diriger ou de rejoindre un groupe de soutien à la diversité. On nous a donné la liste que vous voyez à droite avec des catégories préétablies. Et
Lorsque celle que j'étais invitée à choisir n'a pas suscité suffisamment d'intérêt, on m'a demandé de rejoindre un autre groupe. Mais à ce moment-là, je ne savais pas à quel autre groupe j'appartiendrais, étant donné la façon dont ces groupes étaient établis, étaient nommés. Donc, il peut être utile d'avoir des ressources de soutien spécifiques pour les personnes qui ont des expériences historiques et continues communes, mais il faut également établir des liens d'alliance avec des personnes issues de différents lieux sociaux, de différents privilèges. Après tout, on partage tous la même responsabilité et l'implication de chacun sera la clé si nous voulons évoluer vers un système antiraciste en termes de soins de santé et de bioéthique. Pour conclure, en ce jour d'élection de mi-mandat aux États-Unis, je garde espoir dans notre quête commune pour traiter du racisme en bioéthique. Bien que le sujet soit énorme et puisse sembler décourageant à première vue, comme je l'ai mentionné précédemment, le racisme comporte différentes dimensions. Donc, en fonction de notre situation sociale, on peut tous au moins aborder une ou plusieurs de ces dimensions. Pour être antiraciste en bioéthique, il faut s'interroger sur la manière dont diverses formes de préjugés et de partialité évoluent en nous et dans notre domaine, de l'éthique clinique à l'éthique de la recherche et du système. En tant d'autres exemples de la façon dont cela peut se manifester, je vais maintenant me tourner de nouveau vers mes collègues. Merci beaucoup, docteur. Oh, c'est formidable cela. Et j'ai hâte de passer aux questions. Il m'en vient beaucoup. Et je vois des questions très intéressantes dans le clavardage aussi. Merci de nous avoir mis un petit peu mal à l'aise de manière douce et éducative. Maintenant, j'ai la même invitation pour Zamina de continuer à nous mettre un petit peu mal à l'aise. J'ai le grand plaisir donc de vous présenter Zamina Mitani. Allumez votre microphone, merci, votre vidéo, merci, qui est étudiante, bioéthicienne, écrivaine. Elle vit ici en Colombie-Britannique, sur le territoire non cédé des Salish de la Côte. Avant ses études ici, elle a complété des études médicales à Harvard. À UBC, elle est récipiendaire de plusieurs prix pour son travail sur la diversité et la santé mentale. À Harvard, elle a mis l'accent sur la toxicomanie, les soins axés sur le traumatisme, hem, la promotion donc des droits. Elle a beaucoup présenté donc sur l'éthique, auprès de médecins, infirmières, éthiciens partout au Canada. Si vous n'avez pas encore entendu son TED Talk, faites-le donc. Heu, il est formidable. Samina, merci d'être des nôtres. Je vous donne la parole. Merci, docteur Giovanni. Je vais vous montrer très rapidement mes diapositives et merci Anita pour cette belle introduction aussi. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir entendu votre présentation car elle nous met dans le contexte justement que je voulais aborder aujourd'hui. Et puis, elles nous permettent d'aborder la bioéthique et le racisme d'une manière qui nous fasse avancer réellement sur ce sujet. Comme l'a dit le docteur Giovanni, je suis étudiante et j'ai donc une maîtrise en bioéthique. Et c'est un petit peu par hasard que je me suis intéressée à l'intersection du racisme et de la bioéthique. Pendant la pandémie de la Covid, en fait, à un moment où moi-même et mes merveilleux collègues, Jane Cooper et monsieur Wispod, qui sont à l'appel aujourd'hui, avons été vraiment tourmentés par ce qui se passait au Canada et aux États-Unis avec l'affaire George Floyd et la manière dont la Covid avait exacerbé les disparités en termes de soins de santé et le problème, tous les problèmes de racisme, on s'en rendait bien compte. Et dans cette première phase, nous avons été inspirés. En fait, j'écris beaucoup moins en ce moment, j'écoute plutôt, j'observe. Je suis résidente médicale, en fait, je suis au travail aujourd'hui et cela a eu une importance, beaucoup d'importance pour moi. Je me suis inspirée de mes dernières années de recherche pour maintenant écouter, observer et vraiment identifier le racisme dans le système des soins de santé aujourd'hui.
Dans mon travail, je le vois de manière omniprésente et je vois l'intersection avec les questions bioéthiques. Donc, je suis vraiment heureuse que nous continuions à avoir ces discussions sur ce que cela veut dire d'être antiraciste dans le domaine de la bioéthique. Je sais que ces discussions se font, il y a tant euh, d'ateliers qui se font, des congrès qui euh, touchent à ce sujet, mais il est essentiel de continuer, ces discussions afin de continuer à apprendre en toute humilité. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire une présentation autour de 3 grands thèmes. J'espère que cela pourra, être des amorces de conversation. Voyons tout d'abord où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes en 2022, presque en 2023. Je vois déjà la décoration de Noël autour de nous. 2023, nous attend et je pense que le collectif a maintenant compris qu'il faut que nous parlions davantage de ce problème bien existant. Alors, j'aimerais mettre l'accent sur 3 points qui peuvent nous aider à résumer et à aborder ces questions de bioéthique et de racisme à cette ère un peu post-Covid. Numéro 1, donc la subtilité. Je vais vous parler des façons subtiles dans lesquelles on voit encore le racisme dans les soins de santé et dans la bioéthique. Le fait d'être soumis à un certain pouvoir. Et puis, numéro 3, la durabilité. Si effectivement c'est un mouvement dont il s'agit, comment le rendre durable? Comment ne plus dire simplement que les gens sont marginalisés et quelles sont leurs forces potentielles, mais comment est-ce qu'on peut mettre l'accent sur l'avenir pour les personnes en quête d'équité? Voilà ce que je veux voir avec vous aujourd'hui. Alors, numéro 1, parlons de cette notion de subtilité. Vous savez, c'est pas facile de parler de ces sujets-là parce que, comme l'a dit la docteure Ho, c'est vraiment très difficile de mettre le doigt sur, ces choses et je respecte tout à fait cette anecdote et c'est quelque chose, que de nombreuses personnes de couleur, de nombreuses minorités, comprennent bien. On a cet inconfort, ce sentiment, qui nous fait dire: «Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas». Effectivement, j'aime, hem, utiliser ce mot, donc il y a ce mot en arabe, ce 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 mot, quand quelque chose est un peu, pas à sa place et on parle beaucoup de cette notion de place, heu, dans une situation. Si on se replace dans cette méta-narrative de là où on est, de là où on travaille, c'est très important pour nos discussions s'agissant de, hem, bioéthique et de soins de santé, de racisme et je pense qu'on met pas toujours assez l'accent sur l'importance du langage. Il y a ces toutes petites choses que les gens disent qui peuvent vous mettre mal à l'aise et vous donner ce sentiment d'être un petit peu déplacé. Et c'est donc vraiment très important en tant que bioéthicien d'identifier cela, parce qu'on peut alors avoir un rôle de leadership et recentrer le dialogue. Alors, euh, je suis justement de garde aujourd'hui et justement un tout petit exemple de quelque chose qui m'est arrivé hier et aujourd'hui. On était, ça a été difficile en fait, parce que il y a ces mots, il y a un patient qui est arrivé avec des douleurs vraiment très, aiguës, des douleurs gastriques et c'était, une femme noire et c'était très difficile de parler de son expérience par la suite. On l'a vraiment, un peu ignorée pendant plusieurs jours. Elle était, là, à l'hôpital pendant plusieurs jours. Les médicaments ne faisaient pas effet, elle se plaignait et beaucoup de personnes ont vraiment rejeté, son expérience, lui ont dit d'être patiente et elle nous l'a dit. On avait dit d'elle dans le passé qu'elle était une patiente difficile, qui ne respectait pas, par exemple, ben, les horaires de ses rendez-vous et puis finalement, hier, on l'a diagnostiquée et on l'a opérée et ça a été la première fois pour elle où elle l'a dit qu'on l'avait vraiment écoutée et ça a été difficile d'écouter son histoire avec tous les mots qu'elle utilisait, autour de son histoire et c'est vrai que quand on entend, que les gens marginalisés, se sentent et on dit d'eux qu'ils sont des patients difficiles ou qui ne respectent pas, le protocole et ça peut être très traumatisant pour,
ces personnes, surtout dans un état vulnérable. Et c'est vrai, je pense à ce traumatisme que l'on peut causer avec notre langage, notre façon de catégoriser les gens. C'est un abus de pouvoir de façon très subtile. Alors, c'est vrai, on se remet en question. Est-ce que je suis vraiment difficile? Est-ce que c'est moi le problème? Non, en fait, c'est le système. Donc, je voulais vous relater cette anecdote qui m'est arrivée hier. Ça m'a vraiment affectée en préparation à cette présentation. C'est vraiment justement le langage que l'on utilise, le fait que l'on dit de certaines communautés qu'elles sont marginalisées. C'est vrai qu'il y a plusieurs obstacles, barrières socio-économiques qui se dressent devant certaines catégories, mais il y a des façons de les catégoriser selon leurs forces, selon leurs identités multiples, selon ce qu'elles contribuent de manière si belle à notre système, à notre société, à notre monde de bioéthique. Donc, il faut être très conscient de la manière dont on classe les personnes, non pas seulement de manière négative, mais en se tournant vers l'avenir plutôt. Et donc, cela peut transformer notre conscience de dire que le racisme, est-ce que c'est un problème? Je pense, j'espère que tout le monde à cet appel est d'accord avec moi pour reconnaître qu'il y a un problème de racisme aujourd'hui. Mais si on veut vraiment avoir une vue d'avenir, eh bien, on peut plutôt contribuer à la solution. Bon, vous savez, il y aurait tant d'exemples euh, de, de cela, mais quand je pense à tous ces exemples, je cherche toujours effectivement cette notion de déplacement, de ne pas être sa place. Et c'est vrai que c'est subtil, mais toutes ces communautés ont tant de façons d'exprimer leur force, que ce soit par l'art, que ce soit par les traditions. Il faut faire attention à cela. Cela peut nous permettre de remettre certaines choses à leur place. Le deuxième point que j'aimerais soulever, c'est celui d'être soumis. Et cela revient à euh, cela, la- le, mon collègue l'a dit tout à l'heure, nous avons parlé beaucoup donc de ces systèmes de pouvoir. Le pouvoir, vous savez, ce n'est pas simplement quelque chose qui a lieu dans une hiérarchie, mais c'est quelque chose que l'on donne et que l'on reçoit au quotidien. Moi, personnellement, j'ai certains points de pouvoir euh, à certains égards par rapport à d'autres personnes. Comme l'a dit la docteure Ho, il y a cette intersectionnalité aussi. Mais là, aussi, selon nos identités, on peut avoir différents types de pouvoirs. On a hem, des privilèges même dans certains domaines de non-privilèges. Ce n'est pas binaire non plus, ce n'est pas une catégorie qui détient tout le pouvoir et une autre qui n'en détient aucun. Le pouvoir, c'est une question d'équilibre et en tant que bioéthicien, nous sommes dans cette position tout à fait unique d'être le négociateur dans de nombreuses situations de pouvoir, de déséquilibre, que ce soit en termes de recherche ou de décision, politique, nous avons à négocier toutes sortes d'intérêts. Et si nous comprenons bien qui détient le pouvoir à quel moment et que nous savons quel pouvoir nous avons, alors nous pouvons poser des idées qui permettent de trouver un équilibre. Vous savez, la catégorisation, c'est une façon donc de détenir un pouvoir. Et donc, il faut recadrer tout cela, qui a le pouvoir, qui ne l'a pas. Et ça va nous responsabiliser aussi, nous mettre un petit peu mal à l'aise quand nous avons le pouvoir. Si nous comprenons que les mots que nous choisissons au quotidien ou nous choisissons de retenir d'une anecdote ou non, tout cela, ça confère du pouvoir. Et pour ce qui est de moi, de ma propre situation, j'ai peut-être ma propre représentation, mais j'ai aussi, des choses qui me distinguent, d'une personne qui me ressemble physiquement. Et il s'agit donc, d'honorer ce fait que les communautés en quête d'équité ne sont pas monolithiques. Est-ce que c'est la même chose aussi au Canada pour, ces grandes communautés marginalisées dont on parle, par exemple les autochtones? Il y a les jeunes autochtones, puis les urbains, les ruraux, les, autochtones qui ont des identités queer, en plus de cette, identité autochtone. Et toutes ces personnes ont des expériences et des histoires personnelles très différentes. Et c'est donc important
de reconnaître qu'on ne va pas pouvoir toujours lire l'histoire de chacun, ce serait un manuel infini, mais il faut tout de même essayer de faire, car sans connaître l'histoire de chacun, on ne peut pas se donner d'histoire préconçue. Ce n'est pas parce que quelqu'un a quelque chose sur son CV que c'est la première phrase de son chapitre. Alors, il faut vraiment être conscient du pouvoir que nous détenons et que le fait de catégoriser et d'homogénéiser, eh bien, c'est une façon, en fait, d'utiliser ce pouvoir. On l'a vu aussi pendant la pandémie en termes de politique. Et c'est une façon d'avancer aussi. On peut se demander, lors de prochaines pandémies, lors de prochaines épidémies ou de gros problèmes mondiaux comme le changement climatique, les problèmes de sécurité alimentaire, de migration internationale, comment est-ce qu'on peut créer, non pas en rétrospective, mais par avance, des politiques qui étudient tout cela et qui nous permettent de créer des communautés holistiques, certes, mais qui nous permettent d'écouter les histoires de chacun et comment évaluer tout cela à l'avance avant de devoir réagir. L'un des problèmes qu'on a vu pendant la COVID, c'est qu'on a pensé au racisme comme étant quelque chose un peu post-hoc et non pas par avance. Dans la recherche, par exemple, sur le COVID long, on voit un reflet des barrières, des discriminations liées au racisme et on voit ressortir, par exemple, les problèmes de santé chronique de certaines minorités et cela va exacerber leurs problèmes à l'avenir aussi, s'agissant, par exemple, de COVID long. Et donc, on ne peut pas, hem considérer que, le racisme, c'est quelque chose donc, hem, de ponctuel, mais c'est, à long terme et cela m'amène donc à mon dernier point. Comment est-ce qu'on peut faire de ces, explorations du racisme et de la bioéthique quelque chose de durable? Il faut, je le disais, reconnaître que ce n'est pas simplement un moment ponctuel. C'est vrai que la bioéthique, le racisme sont des mots tout à fait à la mode, dont on parle aujourd'hui, on veut parler. Mais je crains que si on relègue cela à un certain moment de notre histoire de la bioéthique, on va perdre à tout jamais cet élan. Il y a un mot aussi dans la mythologie soufie qui est hal. J'adore ce mot parce que cela veut dire une étincelle. C'est cette étincelle, ce feeling que l'on a, cette intuition, j'en parlais au début. Quelque chose qui ne va pas bien. Effectivement, un sentiment hal, c'est un sentiment sur lequel il faut faire quelque chose. C'est prospectif aussi. Il faut réparer quelque chose et d'avoir cette intuition selon la philosophie et le mot lui-même, cela peut être temporaire, mais cela peut, comme les étincelles d'un feu, hem, donner lieu à des, un bûcher et quelque chose de beaucoup plus permanent. Alors ma crainte, c'est que si on relègue cela à un étant un moment dans le temps et c'est l'importance de cette conversation parce que sinon, ma crainte, c'est que l'on va perdre ce bel élan qu'on a développé, qui est de se demander comment est-ce qu'on va aller au-delà de qui est marginalisé, qui ne l'est pas, pour créer un monde où on ne cherche plus des façons d'inclure, ça c'est fait, mais on cherche des façons d'inclure, d'améliorer cette inclusion, de la rehausser. Et donc pour moi, c'est un objectif hem, auquel on doit aspirer. Et c'est donc très important de continuer de collecter des données, de rechercher ces questions. Et puis l'art, c'est important aussi, je dirais. Hem, J'insiste là-dessus. L'art nous permettra de créer des compétences parce que je pense que bien trop souvent, bon, je parle pour moi peut-être, mais en tant que bioéthicien, on, s'embourbe dans les principes, les données, les informations et
on oublie de reconnaître qu'il y a un élément émotionnel aux problèmes auxquels on fait face, les émotions qu'on a face à ces problèmes, et ces réactions, cette intuition, tout cela est si important. Si quelque chose nous entraîne tel ou tel sentiment en nous, alors l'art de nos communautés peut nous aider à arriver à un endroit où on tient compte de tout cela, on évalue alors ces émotions pour voir si elles sont biaisées, mais il faut reconnaître aussi que le travail d'équité se fait quand on ressent vraiment avec compassion la douleur des autres. C'est très puissant et c'est quelque chose que l'on peut faire via l'art. Et j'aimerais partager avec vous un poème qui met l'accent là-dessus. Et puis en même temps, vous savez, Angela Davis a une citation qui dit que si l'on relègue cela dans le cœur, il est très difficile d'identifier la manière dont le racisme aujourd'hui est intégré dans notre société. C'est important aussi. On ne peut pas s'en tenir simplement aux sentiments, la manière dont cette étincelle d'empathie temporaire nous fait agir. Il faut traduire cela ensuite en perspective, hein, en politique qui vont traiter de problèmes heu anciens ou nouveaux comme le changement climatique, les migrations et cetera. Et quand on pense à la douleur, par exemple avec l'anecdote dont je vous parlais tout à l'heure, qu'est-ce que cela veut dire d'avoir certaines catégories, des boîtes, pour les patients, même dans nos formules de recherche en bioéthique? Qu'est-ce que cela veut dire d'étiqueter les gens? Bien sûr, c'est souvent nécessaire si on veut créer des politiques, des structures, mais il faut avoir une conscience métacognitive de tout cela. C'est très important si on veut vraiment avancer parce que il y a eu tellement d'ateliers, de discussions d'organiser dans la communauté de la bioéthique. Mon espoir aujourd'hui, c'est que l'on puisse passer à, ne plus parler simplement des personnes marginalisées comme étant des victimes pour qu'il faut aider. Il faut aussi maintenant, renforcer les capacités, voir ce qui a été fait et dire: «Écoutez, voilà ce qui a été fait, voilà comment on a amélioré la situation, renforcé, telle ou telle capacité». Il faut avoir un juste équilibre, c'est très important. Et donc, je voudrais conclure ici avec un petit poème qui, hem, là encore, cherche simplement donc à vous faire réfléchir et qui met l'accent sur l'avenir en gardant l'importance donc des expériences vécues. Cela fait partie de 10 chapitres, de poèmes en 10 chapitres de Patricia Smith. Et on a encore là, le sentiment donc de quelqu'un qui a le sentiment d'être, balayé. Donc, cher quelqu'un qui s'est réveillé sans fils, cher, damné l'aube, cher, écho d'un coup, sans garçon accroupi, rien n'a été fait pour réparer cela, cher choc réverbéré, cher quelqu'un qui agite, qui déchire l'air, qui est obsédé par le fait de le ressusciter, qui ose croire que la boue du trou de balle et de l'échymose ne respirera jamais que comme un mort. Cher quelqu'un qui aime un corps sur le point de n'être qu'un corps, juste ce rouge-là, quand la bienséance de la rue le veut, bon, cher sang, cher craie, tous lavés, cher embouteillage. Merci. Merci beaucoup, Zamina. C'est formidable comme présentation. Et Anita nous rejoint maintenant aussi. Je vous remercie à vous 2 d'avoir, su de manière si concise présenter, ces idées en, traitant donc, de, l'expérience intellectuelle et incorporée aussi. Passons maintenant aux questions. Nous avons une petite demi-heure pour cela
Et je vais inviter donc les participants au webinaire à partager vos commentaires aussi et vos questions. Nous allons y répondre de la manière la plus concise qui soit pour répondre à autant de questions que possible. Prenons la première question qui revient justement à cette relation entre la bioéthique, les bioéthiciens et l'importance d'appuyer donc les infrastructures qui sont déjà en place. Anita, vous avez parlé du lien et je reviens donc à la question donc la façon dont la médecine va appuyer une dynamique de pouvoir oppressive s'agissant donc de préjudice même contre les personnes vivant des handicaps, des problèmes de santé ou des problèmes d'obésité. Est-ce que vous pouvez parler des obligations des bioéthiciens face à ces préjugés, en collaboration avec leurs collègues des soins de santé? Je ne vais pas lire le nom des personnes qui ont posé la question pour protéger l'anonymat. Et puis, je vais rebondir sur certaines choses qui reviennent dans cette question. Anita, vous avez parlé de la relation entre la bioéthique et la médecine, la nature oppressive que la médecine peut parfois renforcer. Puis vous avez parlé de l'oppression cachée de certains de nos principes bioéthiques. Samina, vous avez parlé du pouvoir de la langue, des mots, de la manière subtile dont la langue peut renforcer ces problèmes de dynamique de pouvoir. Quelles sont les obligations des bioéthiciens donc? Bien, merci pour cette question. Vous le savez peut-être, j'ai beaucoup travaillé sur l'éthique clinique avant de reprendre des études pour étudier la santé publique. Et je l'ai fait en partie, j'ai repris mes études, parce que j'avais le sentiment qu'en bioéthique, il nous fallait, en réfléchissant à nos obligations, penser un peu plus en termes de santé publique. Et Zamina l'a bien dit, notamment après la période de la COVID. Alors, si on pense justement aux déterminants sociaux de la santé, plutôt que de mettre l'accent sur tel ou tel facteur de manière isolée, je dirais qu'il faut avoir une approche un peu plus pragmatique. Comment interagir avec les patients? Comment renforcer nos relations thérapeutiques avec eux? Si les patients ont le sentiment d'être victimes de discrimination pour une raison ou une autre, justement en raison de tous ces ismes liés à leur handicap, leur mobilité, leur taille, leur religion, etc., eh bien, cela auront l'impression qu'on ne comprend pas le contexte dans lequel ils vivent, s'agissant donc de leurs activités thérapeutiques. Et donc, il faut réfléchir bien plus aux déterminants sociaux de la santé et la manière dont cela cadre l'expérience des patients. C'est important, surtout, j'ai parlé de cette notion de justice épistémique. Comment est-ce que nous recadrons cela autour du patient? Ce sont eux, après tout, qui ont à exprimer leur expérience. Donc, cela nous oblige à reconnaître le fait que, bon, même si nous sommes experts en matière de questions cliniques, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout s'agissant de l'expérience de vie du patient pour ce qui est de leurs priorités quotidiennes. Donc, cela serait au moins un bon point de départ. Mettons, je donne la parole à Zamina peut-être? Merci, Anita. Zamina, je vous invite à répondre également. Et bon, Zamina, vous avez dit que vous passez beaucoup de temps à lire, peut-être moins à écrire. Ça me rappelle un peu cette idée d'humilité et la sagesse autochtone, c'est-à-dire nous avons deux yeux et deux oreilles, beaucoup d'intrants sensoriels et une seule bouche. Alors, comment en faire usage de manière équilibrée? Qu'en pensez-vous? Oui, je respecte beaucoup cette idée, ce concept. Vous savez,
parfois, bon, c'est peut-être un peu controversé, mais parfois, je pense que dans toute profession, on se centre sur les extrants, les produits, parce que ça renforce les connaissances professionnelles, les publications, les carrières et le pouvoir, c'est important, oui, et un peu moins sur les intrants. Et je pense que c'est un privilège de pouvoir prendre du recul et songer à ces intrants. Et je peux le faire, moi, car bon, c'est sûr que dans mes fonctions actuelles, c'est vrai que j'ai peut-être un peu moins l'intention de me concentrer, un peu moins la possibilité de me concentrer sur les extrants, mais je pense qu'il est important de se pencher sur cette question dans la bioéthique parce que si on se concentre seulement, et enfin presque exclusivement, et ce n'est pas forcément seulement dans les publications, ça peut être dans la manière de communiquer. Si on n'écoute pas et qu'on ne s'immisce pas vraiment dans ces communautés, on parle depuis notre tour d'ivoire. On pense en fonction de ce que d'autres ont dit, d'autres universitaires, d'autres chercheurs, mais pas forcément en faisant partie de leur cérémonie ou de leur façon de réfléchir. On n'est pas à leur chevet en leur parlant comme des êtres humains, pas seulement de ce point de vue qu'ils sont précarisés ou marginalisés. La femme dont je vous parlais, j'ai appris davantage sur elle en parlant de football. On n'est pas supporters de la même équipe, mais c'est en ayant une conversation d'humain à humain que j'ai pu approfondir mes connaissances de la personne. J'ai un grand mentor qui m'a dit, la médecine et la bioéthique ne sont pas complètes jusqu'à ce que les dirigeants des structures représentent les personnes qu'ils servent. Et jusqu'à ce que nos organes ressemblent aux personnes que l'on sert, notre travail est incomplet, inachevé. Merci beaucoup. Alors, Anita, j'aimerais revenir vers vous et je fais fond sur la même idée. Vous évoquez l'importance des déterminants sociaux de la santé et de faire passer la justice à un cran supérieur. Donc, pas seulement la justice dans l'hôpital, mais une justice plus générale. Alors, sur le plan pratique, à quoi est-ce que ça ressemblerait? Sur le plan pratique, à quoi est-ce que ça ressemblerait d'élargir cette forme d'équité à l'ensemble de la société? Si vous me permettez de me servir d'un autre exemple de patient. Il y a un cas d'éthique clinique qui me hante. On avait un patient qui avait vécu un problème de manque de logement chronique. Le patient, selon l'équipe de santé, était en situation de non-observance, c'est-à-dire qu'il arrachait ses tubes. Et donc, on a demandé à un expert en éthique de se pencher sur la question. Alors, essentiellement, quelqu'un dans l'équipe de soins disait, bon, cette personne ne veut pas de soins, donc si on peut respecter son autonomie, il faut arrêter cet acharnement thérapeutique parce que la personne ne consent pas. Et donc, le patient en parlait davantage et le patient dit, pourquoi est-ce que vous me traitez ainsi? Parce que de toute façon, je vais me retrouver dans la rue après et je n'ai aucun espoir. Alors, laissez-moi mourir parce qu'autrement, je me retrouve dans la rue. Et la conversation s'est arrêtée. Les gens ont pensé qu'il s'agissait d'autonomie pour le patient, alors que le patient, lui, se disait, ça n'a aucune importance puisque ma vie n'a aucune importance. Alors, si on pense plutôt d'un point de vue des déterminants sociaux de la santé, ça peut nous permettre de recadrer les besoins du patient. Il y a les soins cliniques, oui, mais ça n'est pas la préoccupation la plus importante pour ce patient en ce moment-là. Peut-être qu'on doit transcender les murs de l'hôpital. Les hôpitaux, souvent, ont toutes sortes de ressources qui permettent de tisser des liens entre les services communautaires et les patients. Est-ce qu'on commence à avoir ces conversations?
est-ce qu'on ne pourrait pas restructurer le financement des soins pour non seulement financer un hôpital, mais financer tout ce qui évolue autour de l'hôpital? Que peuvent faire les bioéthiciens? Que peuvent faire le personnel hospitalier? Que peuvent faire les partenaires communautaires pour tisser des liens entre le patient et son environnement à l'extérieur de l'hôpital? C'est vrai, vous savez, en soins de santé, on aime beaucoup parler d'intervention. Il faut penser, entre autres, aux objectifs de soins aussi. Ça signifie voir les choses de manière beaucoup plus large que la simple intervention. Alors, je vais changer un peu de vitesse et Samina, je vous pose cette question. On a reçu une question sur la culture que je vais poser dans un petit instant, mais je commence par celle-ci. La question, Samina, qui a été posée: comment les hauts dirigeants peuvent-ils être plus inclusifs, surtout à l'endroit des jeunes dirigeants et des étudiants qui se passionnent pour ce travail, mais qui ont aussi une expérience vécue qui pourrait éclairer ce travail? Ce sont les jeunes, en fait, qui vont impulser le changement. Alors, comment créer davantage de place pour ces choses? Qu'en pensez-vous? Ah, c'est une excellente question. Bon, ça commence par l'action, en fait. Ce sont les petites choses qui comptent le plus, hein. C'est-à-dire avoir des endroits où les jeunes apprenants peuvent écrire, les jeunes bioéthiciens peuvent se réunir et débattre d'idées. Je pense que comme apprenant, on a souvent l'impression d'avoir des désavantages, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'adonner à toutes les interventions, on n'a pas tous les pouvoirs, par exemple, pour prescrire quoi que ce soit. Mais cette absence de pouvoir signifie qu'on me confère davantage de temps avec le patient. Je peux m'asseoir avec le patient plus longtemps pour lui poser des questions. Alors, c'est une épée à double tranchant, si vous voulez. Quand on pense au pouvoir, si vous êtes jeune ou que vous avez peu d'expérience, bon, c'est vrai, vous avez peu d'expérience, mais vous vous êtes construit vous-même au fil d'expérience. Alors, je pense qu'il faut inclure, par exemple, des personnes qui ont des horizons très différents. Lorsqu'on crée un comité de bioéthique, on pourrait inclure, entre autres, des apprenants pour créer cette continuité, avoir une forme de relève. Vous savez, les expériences qui m'ont le plus marqué quand je pense aux enjeux bioéthiques, c'est surtout quand j'ai pu observer des comités à l'œuvre. Ça m'a poussé à revoir mes propres a priori et ça m'a permis aussi de parler de mon expérience aux autres. Alors, l'inclusion, on y revient, l'inclusion est importante. Si vous permet, Anita, je vous invite à répondre à la question, mais j'aimerais y ajouter quelque chose, une question qu'on vient de recevoir. Cela concerne nos structures et nos pratiques. Alors, la question est, souvent, dans le cadre de notre carrière, on parle à nos collègues, par exemple, docteur un tel, professeur un tel, et il y a des gens qui n'ont pas de titre. Alors, je me demande, que pensez-vous de cette idée de la dynamique subtile de pouvoir qui s'explique par cette culture et vos réflexions par rapport à la question antérieure, c'est-à-dire le rôle des étudiants et d'autres points de vue aussi? Eh bien, s'agissant des apprenants, des étudiants, ce sont eux qui vont reprendre le flambeau. Alors, il nous faut leur point de vue, une nouvelle façon de voir les choses. La façon dont les choses sont n'est pas forcément éternelle. Si nous avons ce sentiment d'humilité, que nous apprenons tous ensemble, je crois qu'à ce moment, avoir des apprenants de toutes formes, moi je suis toujours apprenante, un apprenant de toute forme a un point de vue intéressant à contribuer, surtout, et d'ailleurs je pense que je jette le pont avec cette idée que les apprenants doivent avoir accès aux hauts dirigeants peut-être
pour les former aussi, parce que les bioéthiciens n'ont pas forcément la formation nécessaire, par exemple, en matière de déterminants sociaux de la santé. Alors, les apprenants peuvent leur donner ces connaissances et les apprenants sont souvent ceux qui passent le plus de temps avec les patients. Les étudiants en médecine sont souvent ceux, bon, peut-être parce qu'ils ne sont pas aussi désabusés, ils passent plus de temps avec les patients et leurs familles. Alors, ce point de vue est également très important à divers égards. S'agissant des titres, ça, c'est une question intéressante. J'ai eu des questions, des collègues qui m'ont dit que ils veulent toujours que les médecins soient appelés docteur un tel, parce qu'aux aux États-Unis et au Canada, il y a des exigences sur le plan des permis d'exercice. Alors, c'est important peut-être de conserver ce titre, mais tandis qu'on pense à l'inclusion, aux pratiques plus inclusives, il y a certainement des questions sur la dynamique que cela sous-tend. Il y a peut-être des cas où même le terme docteur est utilisé. Bon, il y a certaines personnes qui préfèrent qu'on les appelle par leur prénom, même s'ils sont médecins. Donc, il y a peut-être tout un éventail d'expériences. Et c'est peut-être par souci d'éviter la discrimination. Donc, il y a toutes sortes de facteurs à prendre en compte. Mais je pense que lorsque nous créons davantage de comités ou d'autres contextes, il est important d'élargir la représentativité. C'est-à-dire qu'on doit se poser la question, quels sont les objectifs des titres dont on se sert? Parfois, ils peuvent être très légitimes et importants. Ça permet de tracer une distinction entre les fonctions professionnelles de chacun, mais au même moment, il y a des cas, bien des cas, où ça renforce les lignes de pouvoirs existantes. Merci. Je change un peu de vitesse. J'aimerais poser une nouvelle question à Zamina. J'aimerais revenir sur l'importance de l'art et de la culture comme moyen d'envisager les enjeux touchant l'équité. Alors, j'aimerais que vous m'en disiez un peu plus. On a parlé des manifestations corporelles, de nos expériences quotidiennes, les manifestations intellectuelles de nos expériences. Comment cela prend-il forme? Vous avez parlé de l'importance, par exemple, de tenir compte des volontés artistiques et culturelles des groupes qui ont été l'objet, par exemple, d'une discrimination fondée sur la race. Est-ce que c'est limité à cela ou est-ce qu'il y a un autre rôle que peut jouer l'art et la culture dans notre vie? Oui, tout à fait. Bon, l'art joue beaucoup de rôles très importants dans notre vie, en médecine et en bioéthique. Je sais que ça a toujours fait partie de la culture de la bioéthique, en ce sens que on pense toujours au récit personnel, même quand on pense à une étude de cas. L'étude de cas jette les bases d'un contexte que l'on souhaite communiquer d'une manière concrète. Alors, la bioéthique pourrait, à mon avis, tirer parti de l'utilisation des arts, c'est-à-dire que cela devrait nous permettre de créer davantage d'empathie, d'améliorer l'écoute. Je reviens à cette question des intrants et des extrants. Il faut un plus grand équilibre entre les intrants et les extrants. Alors, c'est une des raisons et c'est un des moyens par lesquels on peut agir de manière peu risquée. On peut créer cette compétence, c'est-à-dire comment faire quelque chose qui nous touche et comment cela peut-il, par exemple, renforcer votre sensibilité. Est-ce que cela vous réconforte dans vos a priori ou est-ce que ça vous fait changer d'avis? Par exemple, un récit personnel qui peut vous faire changer d'avis. Vous avez sans doute lu un ouvrage, regardé un film, entendu une musique qui vous a fait évoluer. Alors, je pense qu'il faut toujours se rappeler que les arts nous façonnent. C'est un moyen de continuer de renforcer sa compréhension des personnes marginalisées et de ne plus les marginaliser, car si nous créons leur récit personnel et leur forme d'art, et si on les accepte
comme on consomme toutes les autres formes d'art dans notre culture, si on ne les met pas à part en se disant, bon, ça les concerne eux, mais pas moi, si on s'intéresse à leur cas, je pense que ça nous rend plus humbles et ça nous montre plus ouverts à, à ce à ce qui les touche, que ce soit de la poésie ou autre chose. C'est une première étape, si vous voulez, en plus du renforcement des compétences intellectuelles par rapport à nos patients. Il faut renforcer nos compétences affectives aussi, car beaucoup d'expériences du racisme ne sont pas toujours verbalisées d'une manière universitaire. Ça n'est pas forcément publié d'une manière à ce que ce soit disponible pour un bioéthicien. C'est beau cela, effectivement. Et cela me fait réfléchir à ces idées d'épistémique et de justice un peu différemment. Justement, nos méthodes bien rationnelles ont tendance de réduire. On cherche à comprendre les valeurs des gens, mais parfois ce n'est pas possible de dire cela en termes clairs, surtout si leurs traditions ne sont pas occidentales. Et donc, souvent, de faire attention plutôt à la poésie, au langage symbolique ou à d'autres formes d'art, nous permettra de mieux comprendre le système de valeurs d'une personne, savoir ce qui les fait tiquer, en fait. Et ce n'est pas la même chose que comprendre si, bon, un antibiotique fonctionnera, pour la personne ou non. Alors, on va changer de vitesse encore une fois et c'est beau de voir toutes les questions qui nous viennent. Une chose que l'on comprend aujourd'hui, en toute transparence, c'est un peu une inquiétude pour notre société. C'est que souvent on met l'accent s'agissant de l'approche, sur, les questions d'éthique clinique, en milieu hospitalier, plutôt que d'avoir cette vue d'ensemble, que couvre la bioéthique. Et bon, on a une question concernant, l'éthique de la recherche et quels conseils on pourrait avoir pour les conseils de la bioéthique alors qu'ils ont à, hem, trouver un équilibre entre, les droits et le point de vue des patients souvent, heu, ethniques et les chercheurs. Il y a ce commentaire: «Il faut reconnaître, qu'il y aura toujours des différences de pouvoir entre les patients malades et les cliniciens responsables de leurs soins, quelle que soit l'identification racialisée du patient». Si c'est vrai, alors, comment est-ce que les conseils, d'éthique peuvent tenir compte de tout cela? Anita? Oui, merci. Il y a différentes approches à cette question. Revenons peut-être, aux principes fondamentaux, justement, à savoir comment est-ce qu'on peut impliquer les patients dans la recherche, surtout peut-être s'ils ont été racialisés d'une manière ou d'une autre. J'ai mentionné tout à l'heure dans ma présentation que la première question qu'il faut se poser en bioéthique et peut-être en recherche clinique, c'est de savoir quand on mène des recherches, est-ce que c'est important pour les priorités des personnes que l'on sert? Donc une question à laquelle il faut s'intéresser pour les populations historiquement marginalisées, c'est est-ce que ce qu'on essaye d'étudier va engager les membres de ces communautés qui sont les plus affectés? Est-ce que ce sont ces priorités? Est-ce qu'on les a consultés? Est-ce qu'on les a engagés, dans la détermination des, questions de recherche? Donc on étudie certaines, conditions qui affectent peut-être ces communautés. C'est noble, certes, mais il y a des questions à se poser, à savoir une fois ces conditions, étudiées, est-ce qu'il y a des ressources disponibles pour ces, populations? Est-ce qu'elles vont pouvoir accéder à des soins pour les aider? Parce que bien souvent, on étudie telle ou telle condition, trouble pour telle ou telle communauté, sans, heu, se rendre compte qu'en fait, par la suite, elles n'auront pas accès aux thérapies ou aux médicaments qui pourraient les aider. Donc il y a ces, choses qui s'intersectent. Quand on mène des recherches, l'impact, ce n'est pas simplement de savoir si quelque chose a été efficace pour telle ou telle population, il faut aussi se demander: «Qu'est-ce qu'on pourra faire par la suite pour garantir un accès équitable?»
Merci beaucoup. Et merci de me suivre dans ce grand écart, en fait, entre questions. C'est formidable. Samina, je vais vous poser une autre question qui s'est posée ici, qui a lieu à la réalité, aux limites, aux pénuries existantes de travailleurs des soins de la santé et donc aux pressions du système. Alors, comment continuer à faire attention à tout ce travail qui a tant d'importance dans un contexte où nos énergies sont dispersées de tant de manières différentes? En d'autres termes, bien simplement, vous êtes déjà débordé, vous êtes déjà super stressé, vous devez vous concentrer sur votre travail, il n'y a pas assez de gens pour vous aider et aujourd'hui, on vous dit: «Ah, en plus de tout cela, il faut faire attention aux hiérarchies imbriquées, aux injustices systémiques. Ajoutez tout cela à votre travail». Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? C'est une question difficile parce que, en tant que personne de couleur, on n'a pas toujours le choix. Pour nous, ce n'est pas: «Ah tiens, maintenant, on va prendre le moment de penser à ces choses-là». Nous, on subit d'emblée, tous les jours, ces systèmes d'injustice. Tous les jours, j'ai à décider si je vais me laisser déstabiliser par quelque chose que dit un patient ou un collègue, ça m'arrive bien souvent, ou est-ce que je passe outre et je fais mon travail? Ce n'est pas un choix que l'on a si on est personne de couleur, de se dire: «OK, on est stressé et en plus, il faut commencer à penser au racisme». Non, c'est une expérience vécue pour les personnes de couleur, les membres des communautés marginalisées, que ce soit les personnes vivant avec un handicap, les personnes de la communauté LGBTQ+. On le vit de différentes manières, mais ce n'est pas forcément un choix qu'on peut choisir de ne pas vivre. Ça fait partie de notre identité et donc j'encouragerais les personnes qui disent cela et et je comprends que c'est énormément de travail, il y a beaucoup en jeu, mais la première chose, c'est simplement de prendre conscience de ce problème qui existe depuis déjà bien longtemps, peut-être pas toujours pour moi, médecin, mais pour mes patients, certes et je ne pense pas qu'il faudra, heu, beaucoup de lecture ou beaucoup d'examens pour, développer cette conscience et puis ensuite, faites simplement le minimum, dans toutes les situations. Face à un patient, est-ce que, j'ignore ce qu'ils ont dit parce que c'est mieux pour moi? Est-ce que j'ai vraiment demandé leur consentement? Est-ce que je les ai vraiment informés? Est-ce que, je n'ai pas pris le temps de demander un interprète parce que je veux passer au patient suivant? Il y a des façons d'évaluer de manière très critique, les entrants et les extrants, de sorte à reconnaître que, OK, ce n'est peut-être pas, quelque chose que je subis au quotidien moi-même, mais pour d'autres, c'est une réalité vécue au quotidien et s je peux parler du contexte des soins de santé seulement aujourd'hui, mais c'est vrai que souvent les gens ne se rendent pas compte qu'ils, sont, heu, victimes en quelque sorte et vous, vous pouvez les aider parce que vous, vous avez ce point de vue qui peut comparer. Vous, vous pouvez peut-être dire: «Écoutez, hem, vous avez la patiente qui va peut-être pas dire: "Oh, j'aimerais bien un interprète parce que je ne veux pas, de césarienne"». Non, c'est peut-être à vous, en tant que médecin, de vous assurer que la patiente, dans ce cas-là, enfin, heu s'occupe de ses propres droits, en termes de justice sociale et même peut-être pas forcément en ces mots-là, mais
travailler de cette manière parce que je pense que cela va améliorer notre carrière et réduire le burn-out parce que cela améliorera la qualité des soins de manière objective. Et puis, dans un cadre d'éthique, de vertu, vous devenez alors une personne qui peut effectivement utiliser son pouvoir et vraiment aider les autres. C'est une belle réponse, merci. Nous en sommes presque arrivés à la fin de notre webinaire, donc si vous le voulez bien, ce sera votre mot de la fin. Anita, si vous voulez ajouter quoi que ce soit pour conclure, oh non, non, ce n'est pas juste. Je vais demander à Anita de conclure et puis le mot de la fin pour Zamina aussi, qu'elle ne soit pas prise de court. Merci. Je voulais ajouter très rapidement à ce que vient de dire Zamina. Bien souvent, quand on est pressé, quand on manque de temps, on se dit comment est-ce que je peux faire tout cela? Mais vous savez, on peut euh, gagner du temps si on considère l'individu qu'on a en face de nous comme quelqu'un qu'on ne connaît pas encore assez. Si on laisse de côté nos a priori, on demande aux patients de quoi avez-vous besoin? À qui est-ce que vous voulez parler et de quoi est-ce que vous voulez parler? Ça peut nous faire gagner du temps par la suite. Simplement de traiter la personne comme un être humain en mettant de côté les biais en toute humilité. Ça peut nous aider à long terme. Samina, vous avez quelque chose pour conclure? Je suis d'accord avec le docteur Ho. Ce qui est le plus important, effectivement, c'est de demander aux patients ce qui est le plus important pour eux. Ça semble être une question si simple, pleine de sens, mais on serait tous surpris hein, de voir que quand on est inquiet de tout ce qu'on a à faire pour rester au niveau, combien d'histoires on laisse de côté et combien de préjugés on a en fait. On pense connaître le patient alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, soyez conscient de la manière dont vous catégorisez les gens. Soyez prudent avec vos mots, même vis-à-vis de vos collègues, vis-à-vis de vos patients, même dans d'autres espaces. Demandez-vous, pourquoi est-ce que j'ai utilisé ces mots avec cette personne dans cet espace? Situez-vous à tout moment. Demandez-vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place? Et même si ce n'est pas le cas, prenez le temps, même dans un cadre d'éthique de la recherche ou dans un cadre de prise de décision, c'est important. Et puis enfin, faites preuve d'humilité. Peut-être que cela veut dire moins d'articles, moins de promotions, moins de grands prix, mais c'est vraiment le plus haut niveau d'éthique auquel on puisse aspirer. C'est très important d'écouter et je pense que cela va se réverbérer dans l'éthique dans la communauté de la bioéthique. Bien, écoutez, un grand merci. Merci à vous 2 pour, votre, temps aujourd'hui, votre contribution à la société. Vous nous faites vraiment réfléchir en profondeur. Nous n'avons plus qu'une minute, mais je voulais aussi remercier toutes les personnes qui ont participé à cet événement. Merci aux interprètes, merci, aux personnes qui ont préparé, Moji, Daniel, Catherine, les membres du comité. Justement, un grand merci de cette occasion et Moji, maintenant je vous rends la parole pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Oui, je voulais remercier les participants aussi pour toutes leurs questions. Désolée de ne pas pouvoir répondre à toutes vos questions, mais merci pour votre participation. Merci, Mochi. Oui, merci, Bachir, d'avoir si bien animé la séance et merci d'avoir été des nôtres. Un petit rappel, veuillez évaluer cette session et peut-être suggérer des sujets d'autres séances. Nous avons hâte de vous voir dans notre prochaine série de conversations en bioéthique canadienne en 2023. Au revoir.